Alors, ce qu'on va étudier avec le tableur, parce qu'on m'a posé quelques questions à propos du tableur, je me suis dit, ce sera peut-être l'occasion de faire une petite activité pour apprendre 2-3 trucs avec le tableur. Je vous ai montré le dollar à certains, par exemple, et puis je vais vous montrer d'autres petites choses. Ce qu'on va simuler, c'est un jeu de Yahtzee ou de Yams, suivant si vous aimez le vrai ou le faux jeu de dés. On lance 5 dés et puis on essaye de faire des combinaisons. Alors je vais pas m'embêter avec le fait de relancer certains dés jusqu'à 3 fois, ou 4 quand on triche. Non, c'est l'idée de je lance 5 dés, et avec ces 5 dés, qu'est-ce que j'ai comme combinaison d'entrée de jeu? Vous avez sûrement vécu ce moment douloureux où les autres arrivent à faire, par exemple, je sais pas, un Yahtzee justement d'entrée de jeu, on peut se demander si c'est possible. Ou en tout cas si c'est fréquent. Et donc j'ai proposé, j'ai déjà pré-rempli, j'ai mis donc le Yahtzee, c'est donc 5 dés identiques. On va essayer d'établir aussi la statistique pour les carrés, 4 dés identiques. Les brelans, c'est 3 dés identiques. Alors j'ai mis les foules derrière parce que je vais me servir du brelan. Mais ceci dit, je pourrais mettre le full. Non, on va mettre le full d'abord. Il est moins fréquent que le brelan et on fera autrement. Donc le full, c'est 3 dés identiques d'une part et 2 dés identiques d'autre part. Sachant que quand on a un Yahtzee avec 5 dés identiques, on peut très bien estimer, on a le droit de cocher la case full avec un Yahtzee, c'est-à-dire un brelan de 5 et une paire de 5, si on veut, donc on peut le faire. Ici le brelan c'est 3 dés identiques, donc un carré va forcément pouvoir être considéré comme un brelan si on le souhaite aussi. La double paire c'est 2 paires, donc un carré c'est 2 paires identiques, donc on pourra cocher 2 doubles paires éventuellement. Et enfin une paire, et donc là aussi un Yahtzee pourra compter comme une paire, ainsi qu'un carré, un full, un brelan ou une double paire. On fera peut-être un comptage justement des paires pures, des doubles paires pures, etc. si on le souhaite après. Alors comment on fait? Alors premièrement on va lancer des dés. Alors je le dis, mais ici si j'écris un 1, c'est une valeur qui est enregistrée dans la case et elle est bloquée. Si j'écris avec égal, je lance l'évaluation d'une fonction. Alors la fonction qui va m'intéresser c'est aléa. J'en ai déjà parlé, en Python vous avez la complétion automatique qui me propose toute une liste de fonctions qui comprennent A, L, E dedans. Par exemple binomial, le A et le E il est là. Donc moi c'est aléa entre bornes. Aléa entre bornes va retourner un nombre entre deux bornes spécifiées, ça sera par défaut un nombre entier, et je vais lui dire entre 1, point virgule, et 6. Le séparateur c'est le point virgule. Vous appuyez sur le bouton, la touche F9 de votre clavier, et ça relance l'évaluation de toutes les fonctions dans le tableur. Alors je crois bien à vérifier de gauche à droite et de haut en bas. C'est-à-dire que si vous avez une case à droite qui dépend d'une case à gauche, elle sera réévaluée à partir de la valeur précédente. Si vous faites par contre gauche-droite, celle-ci sera réévaluée à partir de l'ancienne valeur de celle-là. Je crois qu'il y a un système de hiérarchie. Donc voilà, je relance mes dés et j'ai des 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vérifie que ça fonctionne. Et c'est parti, copier-coller. Alors, avec le petit coin carré en bas à droite, j'ai automatiquement mon copier-coller avec la mise en forme centrée. J'avais choisi le centrage tout de suite, ici là. J'ai donc tous mes dés ici qui sont lancés. Et vous voyez, ma formule ici qui apparaît dans la case est la même pour toutes. C'est un copier-coller basique, comme dans un traitement de texte ou autre. Je copie vraiment strictement le contenu de la cellule. Donc là j'ai un système de 5 dés identiques. Hop, par exemple, 2, 2, 3, 4, 6, j'ai donc une paire de 2. Alors j'aimerais bien que la paire de 2 soit comptabilisée. Mais on va commencer par le moins fréquent a priori. Et on va descendre, comme ça on pourra s'en servir ici. Alors comment j'évalue le fait d'avoir ici un Yahtzee, c'est-à-dire 5 dés identiques? Mais en fait, je vais d'abord compter le nombre de dés de chaque sorte. J'ai mis des images ici, que j'ai récupérées dans votre TD sur les probabilités conditionnelles, les variables aléatoires je crois. J'ai récupéré ces images-là. Donc je les ai insérées dans la case. Je vais compter combien il y a là de 1. Alors c'est une fonction toute bête, c'est égal le nombre si NBC. Alors ça va compter le nombre de cases qui contiennent la condition suivante. Alors d'abord la plage de cellules, c'est avec la souris cliquer, glisser. Et sinon c'est à la main, vous voyez comme c'est écrit, de A2
Et jusqu'à, c'est avec le double point. De A2 jusqu'à E2. Et donc vous voyez en bleu les cellules qui sont sélectionnées, et en bleu dans la formule ça apparaît ici. Le système de couleurs, vous verrez, il est bien pensé pour tout à l'heure, on en aura besoin. Donc je vais compter ici, le séparateur c'est le point virgule. Donc je regarde dans ces cellules là, et combien il y a de fois le chiffre 1. Je l'écris comme ça. Et automatiquement, quand j'ai validé, ça a relancé les cellules comme je le fais avec un F9. Donc par exemple ici, il n'y a aucune fois le chiffre 1 dans les 5 dés qui ont été lancés. Alors je ne peux pas faire un copier-coller vers la droite. Regardez ce qui se passe. Il me dit du coup que les 6, il n'y en a pas alors qu'il y en a 2. En fait, si je regarde dans la cellule, double-clic, ou vous regardez en haut dans la barre ici des formules, mais double-clic, il y a les couleurs qui sont intégrées, c'est intéressant. NBC A2 E2, combien de fois le 1? Ok. NBC B2 F2, alors en fait on comprend ici que d'abord moi il faudrait que je le remplace par un 2 ça, parce que je veux compter les deux, mais que ça marche pas. Regardez les deux, j'en ai deux et il m'en compte qu'un. En fait, quand j'ai fait un copier-coller vers la droite, A2 E2 est devenu B2 F2. En fait, quand on copie vers la droite, les colonnes sont décalées vers la droite dans les formules. C'est ce qu'on appelle un copier-coller intelligent. Alors là, il est un peu stupide, mais en fait, il ne sait pas ce que moi je veux. Moi, j'aurais voulu que A2 E2 reste A2 E2. Je veux bloquer ça. Alors, ça, je vous l'avais montré, c'est le $. Je vais bloquer la colonne A et la colonne 2. Ça va rester A2 E2. Par contre, il faut que je remplace ici la valeur. C'est un 2 que je veux. Voilà. Maintenant, je vais faire une petite, utiliser une petite astuce. Je vais supprimer mon image avec CTRL X, et ici je vais mettre un 1 et je remets mon image, et ici je vais lui dire c'est pas le 1 qui m'intéresse, c'est la valeur dans la cellule F1. C'est à dire que même si j'ai mis une image, derrière cette image est caché un 1, d'accord? Donc ma formule, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tester dans A2 E2, est-ce qu'il existe dans ces cellules-là, et combien de fois on le rencontre, la valeur qui est dans F1. Caché derrière l'image, il y a un 1. Donc il va chercher le 1. Donc je vais faire pareil ici. Donc attendez, je vais la remettre comme il faut. CTRL X, je mets un 2. Et CTRL V, je la remets. À peu près à la place où elle était. Non, sinon je fais comme ça. Je mets un 3 caché derrière et je remets mon dé. Hop. Je mets ici un 4. Un 5, c'est un peu laborieux, je suis navré. Mais c'est le genre de travail préparatoire qui est parfois un peu long, mais qui paye sur la durée, puisqu'ensuite on peut faire beaucoup de choses intéressantes. Par exemple, on va pouvoir répondre à cette grande question, pourquoi nous, on n'arrive jamais à faire un Yahtzee et les autres y arrivent toujours? C'est parce qu'ils ont de la chance, c'est tout. Et cette chance, on va l'estimer, vous allez voir, grâce à un travail statistique qu'on va comparer, tout à l'heure on le fera à la fin, avec un travail probabiliste pour voir si les statistiques sur un grand nombre de lancers correspondent à la théorie des probabilités. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, j'ai fait un petit investissement en temps que je vais pouvoir gagner directement en... Alors attendez. Ici, il faut que je bloque la ligne. J'anticipe parce que je vais avoir un souci tout à l'heure. Quand je vais copier ça vers le bas, je voudrais que ça reste sur la ligne 1 où il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça, je vais le bloquer. La colonne, par contre, je ne veux pas la bloquer puisque je vais faire un copier-coller vers la droite. Et maintenant, normalement, ça fonctionne. On vérifie. Il y a 3 fois le chiffre 1. 1, 2, 3, ça marche. Une fois le chiffre 2, oui, enfin la phase 2. Et une fois la phase 3, c'est vrai. Ça fonctionne. Alors on peut se dire que ça était du hasard, mais si on le fait 2-3 fois, les probabilités vont réduire à pas grand chose les chances qu'on ait fait une erreur. Ici par exemple, le 3 apparaît une fois, oui. Le 4 apparaît 2 fois. Le 5 apparaît une fois et le 6 une fois. Bon, je suis quasi certain de ne pas avoir fait d'erreur du coup. On
pourrait évaluer les probabilités d'une erreur dans ma programmation qui fasse que deux lancers puissent répondre aux contraintes, mais la probabilité serait très faible que ce soit une coïncidence. Voilà. 2 fois le 3, une fois le 4, 2 fois le 5. Ok, alors maintenant on y va. Alors vérifions quand même pourquoi ça marche, je rappelle. Cette case cherche dans A2E2 combien de fois il y a le 1 qui est caché derrière. Et cette case cherche toujours dans A2E2 parce que j'ai bloqué la colonne A jusqu'à la colonne E avec le dollar. Combien de fois il y a la valeur dans K1 ? Et dans K1 j'ai mis 6. Là il y a 0 fois. On vérifie que c'est vrai. Et enfin j'ai mis $1 ici pour bloquer la ligne 1 de manière à ce que quand je copie vers le bas ces cellules là, ça reste bloqué sur les valeurs cachées derrière les images. Sinon ça irait chercher les valeurs dans ces cases là qui sont malheureusement de même nature, qui peuvent aller de 0 à 5, qui ressemblent à ces 1 à 6 qu'on peut trouver derrière, et donc il n'y aurait pas d'erreur affichée à l'écran. Par contre il irait chercher des trucs bizarres, et, enfin bref, ça fonctionnerait plus du tout. Alors le IATC, quand est-ce qu'il arrive ? Quand j'ai un 5 dans ces cases là. On va peut-être mettre en... Non, on verra les couleurs après. Non, j'aimerais bien séparer. Je vais mettre du gris un peu clair, voilà. Mes cellules ici comptent combien il y a de faces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc quand j'ai un IATC, c'est que j'ai un nombre de quoi ? Alors où ? De F2 à K2. Je bloque la colonne F, je bloque la colonne K. De F2 à K2, je cherche s'il y a des 5. Mais ça va me dire combien il y en a. Et moi je veux pas savoir combien il y en a. Ce que je voudrais c'est que ça soit écrit oui si j'ai un IATC et rien si j'ai pas d'IATC. Donc on va faire une petite couche supplémentaire par-dessus. Alors je vais mettre là-haut, ce sera peut-être plus simple. Voilà. Si le résultat est égal à 1, alors tu affiches entre guillemets le mot oui, sinon tu n'affiches rien, c'est-à-dire entre guillemets un espace. Et la plupart du temps ça sera rien. Alors là j'ai un carré quand même. Un carré de 4 et un 6. Je le vois ici d'ailleurs. 4 d'affilée et un 6. Mais pas d'IATC. Alors on va faire tourner très vite pour voir s'il y a des IATC de temps en temps quand même. Ah, il y en a eu un. Je ne sais pas si vous l'avez vu. On l'évalue à peu près à une chance sur 10 000 environ. Et là, il n'y en a pas depuis un grand moment. Donc les IATC d'entrée de jeu n'arrivent pas très souvent. Et c'est jamais vous. Bon, on va aller vers les carrés, ce sera un peu plus amusant puisque il y en a un peu plus souvent. Alors, on va se servir de cette formule-là, mais je ne peux pas la copier-coller bêtement vers la droite. Enfin, si, je peux la copier-coller vers la droite, mais dans la formule, on va changer 2-3 choses. On va regarder toujours NBC, etc., mais c'est les 4 qui m'intéressent maintenant. Est-ce qu'il y a un 4 qui apparaît? Si oui, s'il y en a un, je mets oui, sinon je mets non. Et on va lancer maintenant, il y aura un peu plus de carrés que d'IATC évidemment. Il y en a eu un qui est passé ici, un autre, bon, c'est un peu plus fréquent. On peut peut-être aller plus doucement pour constater que ça arrive peut-être dans un intervalle de temps raisonnable. Mais les temps c'est des... Le temps c'est des gigaoctets pour YouTube et ça fait charger la vidéo plus longtemps. Voilà, il y en a eu un. Ok. Ensuite, on va aller faire le full. Alors, peut-être que... Ouais, si, on va aller faire le full. Pour avoir un full, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un full strict. On va pas s'embêter avec les IATC qu'on considère comme des fulls, sinon ça va être gênant. On souhaite qu'il y ait un 3 et qu'il y ait un 2. C'est-à-dire un vrai full avec un brelan d'un côté et une paire de l'autre. Donc on va aller faire le copier-coller de la formule. Et je vais le faire là-haut ici. On cherche le nombre de brelans. Et il faudrait qu'on ait aussi le nombre de paires qui soit égal à 1. Il faudrait qu'il y ait un 3 et un 2. Alors pour ça, je vais supprimer ça. Enfin, CTRL X. Je vais changer la condition. CTRL X.
En fait, la structure, c'est et à la fois, et là je recolle ma condition, et j'ai ça, et je ferme. Mon et est fermé. Je mets ma deuxième condition, je copie, et je change avec un 2. Alors, c'est un peu plus compliqué. Hein. Il faut, j'appuie sur Entrée. Il faut à la fois que dans cette série de nombres, j'ai un 3, donc un brelan en face d'une des faces, et j'ai un 2. Si les deux conditions sont réunies, alors j'aurai un oui, sinon j'aurai rien. Alors les foules, c'est pas évident. Là j'en ai un. On vérifie, j'ai un brelan de 5 et une paire de 2. Une paire de 3, pardon. C'est parce que j'ai en fait, je l'ai reconnu parce que j'ai réuni ici les effectifs de chacune des faces et je travaille sur les effectifs. Ça serait bien plus compliqué sans cette couche intermédiaire de calcul si j'allais regarder tous les cas possibles de toutes ces faces-là. C'est évidemment un travail très compliqué. Donc je passe par les effectifs et ensuite sur les effectifs j'obtiens cette condition-là. Donc là j'ai un pur full. On pourrait considérer que les Yatsé sont une forme de full avec un brelan par exemple. Si j'ai un Yatsé de 5, un brelan de 5 et une paire de 5. Mais bon, généralement on a tendance à cocher la case la plus haute. Et dans le vrai Yatsé, je peux revenir plusieurs fois dans le Yatsé, on le sait tous. Le brelan, on va faire pareil, je vais copier vers la droite puisque j'ai ma plage qui est la même. Par contre, qu'est-ce que je cherche dans le brelan? J'ai plus mon et. D'ailleurs, je ne vais pas copier celui-ci, je vais prendre le carré que je vais copier. Voilà. Et je cherche simplement si j'ai un 3 parmi les effectifs de phase 2D. Si j'en ai un, j'ai un brelan. Pour les paires, c'est très simple. Si... alors là, c'est un peu différent parce que les paires, je peux avoir plusieurs paires. Hein, par contre, je peux pas avoir plusieurs brelans, mais plusieurs paires, oui. Donc il faut que je mette supérieur ou égal à 1 pour les paires. Et enfin, les doubles paires, il faudrait qu'on ait 2 fois une paire, tout simplement. Donc je dis le nombre de 2, c'est-à-dire d'effectifs 2 ici, est égal à 2. Il ne peut pas y avoir 3 paires de toute façon. Donc par contre là j'ai travaillé vraiment sur la version stricte, c'est-à-dire qu'un brelan ne sera pas considéré comme une paire. J'ai un brelan de 3, je ne l'envoie pas dans le paire de 3. Et donc comme j'ai fait du moins fréquent au plus fréquent, généralement il y a la paire qui est souvent allumée, et puis un peu moins fréquemment les autres, et le Yatsé très peu. Donc là où ça devient intéressant maintenant, c'est quand je vais copier ça vers le bas sur par exemple une dizaine de lancers. Ici. Je crois bien avoir vu passer 3 Yatsé sur la même dizaine. Je regrette d'être tout de suite... Je regarderai à nouveau la vidéo, ça m'intéresse. J'ai dû faire une bêtise quelque part. Là j'ai un carré, oui. Mais là j'ai pas de carré. Pourquoi il me dit carré? Ouh là 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 là, j'ai fait un mix entre tout, ça c'est pas possible. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait? Si je prends ces cellules-là, bon, si je prends ces cellules-là et que je les fais descendre, ça c'est pas gênant, ça marche. 4, 4, 4, ok, c'est là que j'ai fait une bêtise, en allant vers le bas. Copier, oui, c'est copier. Coller, ok. Et si ça, je le copie vers le bas. Voilà, ça va pas. Donc faut pas que je tire vers le bas, c'est ça qui ne fonctionne pas. Il faut que je copie cette case, copier. Et là, éventuellement, je peux faire un coller. Non, il veut pas, il bloque sur les plusieurs cellules à la fois. Ça va pas du tout.
Alors si je fais ça. Non. Ah, j'ai fait une erreur ici. Là, j'ai mis $1 qu'il fallait pas, je crois. F2, K2, je ne veux pas bloquer la ligne. Erreur. Et j'ai dû le faire partout, ça. Il faut pas bloquer la ligne, sinon effectivement ça repart de la première ligne. Alors, j'enlève tous les blocages de ligne. C'est les dollars devant les deux qui sont là. Sans quoi ça part de la ligne K2, de la ligne 2 jusqu'à. Et ça, j'en ai pas envie. J'ai envie que ça soit reproduit pour chacune des lignes. Et enfin, voilà. Donc je fais un copier-coller. Je sélectionne tout, je colle. Et je vérifie que j'ai à chaque fois, vous voyez en bleu, la zone de sélection, c'est celle de la ligne en cours et c'est tout. Voilà. Tout fonctionne. Alors, ce qui explique pourquoi j'avais des IATC ici qui n'avaient pas lieu, c'était que la première, j'ai dû avoir un IATC ici. Et du coup, il était comptabilisé partout ailleurs. Ça paraissait étrange. Vous voyez comme quoi les fréquences et les probas peuvent avoir un intérêt dans un travail. Si on s'intéresse aux fréquences aberrantes, oui, et les comparer aux probabilités estimées, on peut voir, bon, des erreurs manifestes non, mais disons, une grosse suspicion. C'est pas interdit d'avoir 4 IATC sur du lancé, mais enfin c'est quand même très très peu fréquent. C'est censé être très peu probable, donc peu fréquent. Mais c'est pas interdit. Bon là ça paraît être un spectre plus raisonnable. Vous voyez, on a une accumulation de paires qui sont les plus fréquents. Un peu plus rares les doubles paires, les brelans, etc. Et donc généralement on aurait un plus grand remplissage de la droite vers la gauche, qui est un peu moins fréquent. J'en vérifie un au hasard pour voir, est-ce que cette ligne est correcte? J'ai 3 fois le 3, 1, 2, 3, oui ça marche, une fois le 1, oui, et une fois le 6, ce qui est compté comme un brelan, et pas une paire, voilà. On pourrait jouer sur le fait de pouvoir cocher d'une catégorie vers une autre, mais ça complique un peu les choses inutilement. Alors, ce que je propose maintenant qu'on a fait ce travail-là, c'est... On va prendre la dernière ligne, et on va aller jusqu'à 1001. Donc ça, ce sera caché, mais disons que là, j'ai le lancer de... Jusqu'à 1001, ça veut dire que j'ai donc 1000 lancés, hein, puisque j'ai mon premier qui est un intitulé. Je reviens au début avec contrôle début. Alors début, c'est au-dessus des flèches, il y a un petit bloc de 6 touches. Oui, je ne l'ai pas dit, un petit truc de déplacement dans un tableur. Si je fais contrôle fin, je vais à la dernière ligne de mon tableur. Si je fais contrôle début, je vais à la première ligne. Début et fin, c'est à côté des pages haut et bas et à côté de insérer, supprimer. Juste au-dessus des flèches, normalement. Donc ça permet de se balader dans des grands tableurs, puisque un tableur peut compter un paquet de cases. Ici, j'en ai 1001. Vous pouvez en avoir plusieurs. Et sinon, vous avez la touche page suivante, page précédente, qui permet d'aller plus vite que la molette, qui est un peu pénible. Vous avez aussi le contrôle-clic central. Vous voyez ce symbole qui apparaît avec la petite croix. Ça permet d'aller très vite de haut en bas. Gauche, droite. Bon, au début, ça va doucement. Et plus je m'éloigne de mon curseur ici, plus je vais vite. En fait, on calcule la distance entre la position de la souris et le clic d'origine. Avec un petit théorème de Pythagore, croyez-moi ou pas, mais on calcule la racine carrée de abscisse au carré plus ordonnée au carré en pixels, et ça nous donne la vitesse de déplacement. Les maths sont un peu à tous les niveaux. Je suis navré pour vous. Alors maintenant qu'on a fait ce travail-là, on va essayer de se faire un petit tableau statistique qui va compter combien il y a de C, carré et compagnie. Donc ce que je vais faire, c'est une ligne supplémentaire. Et je vais vous faire remarquer que maintenant, où est-ce que ça se voit? Ici. C'est la case F2 qui est bloquée avec le dollar devant le 2. Comme j'ai inséré une ligne, ça a tout décalé vers le bas. C'est plus F$1, c'est F$2. Donc il y a quand même une certaine intelligence dans le tableur. Il y a quelques petits trucs qui sont un peu gênants, mais le tableur fait ce qu'on lui demande tout bêtement. Il faut bien le programmer. Je vais rajouter mes petites statistiques ici. Donc je vais faire une fusion centrée à droite et je vais mettre statistiques
avec une petite flèche qui indique qu'il faut regarder par là. Ici, je vais compter combien il y a d'IATC. Alors, nb.si. Dans quelle plage je vais regarder ça? Alors, si j'ai un doute, je vais regarder dans toute la colonne L, par précaution. Alors, ici, ça va mettre en bleu toute la colonne. C'est-à-dire que je vais regarder de la première à la dernière. Alors, c'est pas évident que ce soit... C'est pas toujours une très bonne idée. Je vais vous montrer tout de suite pourquoi, mais peu importe. Quand je sais pas jusqu'où je vais aller ou jusqu'où je vais, mais c'est généralement jusqu'où je vais aller, je fais comme ça. Sinon, je peux spécifier la première case que je vais regarder, c'est L3. Et à ce moment-là, il faut que je précise du coup la dernière. Alors, si on veut être large, on met un grand nombre, mais peut-être qu'on va dépasser ce grand nombre. Bon, là, je sais que je ne vais pas le modifier, je vais mettre 1001. Mais je vais vous montrer quand même ce qui se passe si on ne prend pas nos précautions. Donc, dans toute la colonne L, L2.L, sans précision de numéro, donc toute la colonne L, combien il y a de fois le oui? Voilà, c'est tout. Combien il y a de fois le oui? Qu'est-ce qu'il me dit? Oui, elle fait référence à sa propre cellule, et c'est ça qui le gêne. Voilà. Donc déjà, c'est pas une très bonne idée. C'est pour ça que je devrais le faire sur une colonne à part. Mais j'insiste pour le faire juste au-dessus, ce sera plus joli. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est que si j'écris oui ici, il va être comptabilisé dans les oui, ce qui n'est pas une très bonne chose. Et en plus, là, je fais référence à la colonne elle-même. Donc je vais faire L3, L1001. Voilà, c'est mieux. Il y en a un. On descend pour le trouver quand même. Il y a un IATC quelque part. Il est là. Un IATC de 6 en plus. Contrôle début, hop, je reviens au début. Sauf que moi j'ai 1000 lancés, donc je divise par 1000. Et je veux l'afficher en pourcentage. Voilà. Et avec un peu plus de chiffres, 3 chiffres après la virgule. Ou même 4 chiffres. Non, 3 chiffres c'est bien. Et maintenant, je vais copier ça vers la droite, brutalement. Puisque j'ai exactement ce que je veux, hein, le nombre de oui dans cette colonne. Regardez, le L est devenu un M. Le nombre de oui dans celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-là. Maintenant, j'ai donc une fréquence d'apparition de pairs et compagnie. Et donc, je vois que effectivement, le IATC est très peu fréquent. Le carré un peu plus, etc., etc. Donc on y va pour quelques lancers. Et maintenant, étudions les statistiques qui sont cachées derrière sur un très grand nombre de lancers. Et donc, la convergence vers une probabilité théorique. On fera l'essai pour le IATC, parce que pour le reste, c'est un peu plus complexe. On a à peu près 72% jusqu'à 75, 72, 75, 74. Donc les pairs, à peu près 7 fois sur 10, un peu plus. Mais entre 70 et 75% a priori. Donc on a un très grand nombre de paires d'entrée de jeu. Très souvent. Donc ça pourrait se calculer avec des probabilités en faisant un arbre à 5 niveaux tout simplement. Et puis en regardant des enchaînements. Mais c'est un peu gênant parce que c'est pas juste de la comptabilisation. Ça sera plus facile à faire avec le IATC. Alors, les doubles paires, c'est pas 2 fois moins fréquent, en fait c'est quasiment 3 fois moins, on dirait. Donc il y a peut-être un rapport là-dessus à regarder entre les deux qui serait intéressant. Les brelans un tout petit peu moins que les doubles paires, étonnamment. Les foules très peu fréquents, aux alentours de 3-4%. Les carrés, là aussi très peu fréquents, aux alentours de 2%. Et puis les IATC, quasiment jamais, 0,1%, 0 souvent. Alors on va faire un petit calcul sur l'IATC. En fait, pour le IATC, il faudrait qu'on ait, par exemple, un 1, donc on a une chance sur 6 ici, et puis un autre 1, encore un autre, encore un autre, encore un autre. Donc on a une chance sur 6 à la puissance 5, sauf que ça, on l'a pour chacune des phases possibles. Donc on a 6 IATC différents possibles, et pour chacun d'eux, on a une chance sur 6. Donc en fait, on a un sixième
à la puissance 5 multiplié par les 6 faces possibles, ce qui nous donne ça. Alors en pourcentage, avec un peu plus de... Voilà. 0,077. Donc c'est pas tout à fait ce qu'on retrouve au niveau des probables, puisque c'est plus ou moins tout ou rien sur 1000 lancés, mais si on faisait la moyenne, ou si j'en faisais un peu plus que 1000, mais 10 000 ou 100 000, je m'approcherais petit à petit de cette valeur-là. 0,077. Ce qu'on peut faire... Bah, j'ai dit contrôle fin, allons faire contrôle fin. Faisons-en 10 000. Et là je suis tout en bas d'écran, donc à la vitesse maximale. Ah, par contre, au bout d'un moment, ça risque de ramer un peu. 10 000. Je reviens au début. Et je lui dis cette fois, je rajoute un 0 là. Et je divise par 10 000. Et maintenant, je copie ça vers la droite. Ce qu'on voit, c'est... on verra qu'il y a une plus grande stabilité de ces valeurs-là. C'est-à-dire que l'espérance va s'approcher de l'espérance mathématique théorique. Et en fait, avec 10 000, l'écart type, la variance, l'écart à l'espérance va être de plus en plus faible. Il y en aura toujours un, mais on va beaucoup moins s'éloigner de la valeur théorique. C'est-à-dire que plus je vais augmenter le nombre de tirages, 10 000, 100 000, etc., plus je vais m'approcher de la valeur théorique. Là, vous allez voir qu'il y a une grande stabilité. Par exemple, tout à l'heure, sur la paire, on avait une grande variance entre 70 et 75. Là, on risque de se resserrer beaucoup plus. On décolle beaucoup moins de 73, qui semble être une valeur plus stable. On monte un peu à 74, mais plus difficilement à 75. Donc il y a un phénomène de courbe, comme ça en cloche un peu, qui fait que quand j'augmente le nombre, je me rapproche d'une zone proche de la valeur théorique avec un faible écart à l'espérance. On s'écarte très peu de la moyenne. Donc on peut commencer à affiner ici les valeurs. Et vous voyez que pour le IATC, on l'a évalué à 0,077, et bien on va s'éloigner très peu de 0,077. Beaucoup moins. Voilà à quoi peut répondre un tableur. Donc je vous ai montré le copier-coller intelligent, ces petites contraintes, le dollar qui est très présent ici pour aller faire des copier-coller gauche-droite autorisés, en ligne, autorisés ou interdits, etc. Donc on a bloqué certaines choses. Et puis je vous ai montré le NBC et le SI en fait. Donc qui affiche ou pas une condition suivant la condition. Donc j'ai des conditions qui sont des comptages en fait, tout bête, hein, je compte. Je vous ai même mis d'ailleurs une condition qui fait référence à la valeur dans une case. Et enfin donc le SI et le NBC. Donc. Voilà, j'espère que ça vous aidera à fabriquer votre tableur pour l'exercice de lundi. Et je vous souhaite un bon week-end.